Bienvenue dans le Sweet Papy Podcast. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est Marie-Laure Linaud, psychologue clinicienne, elle-même aidante de sa maman depuis son plus jeune âge. Mais ça serait beaucoup trop la résumer, tellement elle a toujours eu une volonté incroyable de réussir dans sa vie. Et si je suis venue vers elle, c'est parce qu'être aidant ne change rien au fait qu'on reste quand même l'enfant de nos parents. Les rancunes d'enfance sont souvent un obstacle à une relation apaisée avec le parent dépendant, le parent toxique. Et elle va nous montrer à travers cet épisode comment elle a réussi elle-même son parcours de résilience et comment est-ce qu'elle transmet son expérience aux aidants et aux soignants. Bonne écoute! Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Bonjour Marie-Laure, je te remercie d'avoir accepté mon invitation en ta qualité de psychologue clinicienne et formatrice. Tu accompagnes aujourd'hui des aidants familiaux, des professionnels de santé et tu animes aussi des débats sur la gérontologie, le droit de la santé, mais c'est ton parcours qui m'intéresse aujourd'hui. Dans un premier temps, pourrais-tu avoir la gentillesse de te présenter et nous raconter ton parcours d'aidante et de professionnelle? Merci de cette invitation et de ce partage. Voilà, parce que la cause des aidants est une thématique qui me parle à double titre. Pour me présenter, moi je suis psychologue, effectivement c'est mon second métier. Initialement j'ai été avocate et j'ai pratiqué pendant 5 ans. En fait, ma situation personnelle, c'est-à-dire le fait qu'à partir de mon adolescence, j'ai dû aider à la maison puisque ma mère souffre d'un handicap psychique et que je me retrouvais à assurer certaines démarches et surtout à veiller à ce que tout se passe au mieux à la maison. Et donc cette expérience a été la trame en fait de tout mon parcours de vie, à titre personnel évidemment, mais à titre professionnel également. En fait, ça arrive toujours de manière un petit peu soit brutale, soit insidieuse, progressivement, et on se rend pas compte qu'on est en train d'occuper cette place que bien souvent on n'arrive pas à nommer, ce qui a été mon cas évidemment. Moi j'étais adolescente, donc je me souciais absolument pas de ce que je faisais et comment ça s'appelait. Néanmoins, je me rendais bien compte que j'étais pas comme mes copains ou mes copines au lycée et que j'avais des préoccupations qui ne leur appartenaient pas du tout. Je sentais bien aussi que j'étais un peu plus sérieuse, pas simplement à penser à m'amuser, à faire la fête, à partir en vacances. Et en fait, cette différence, très rapidement, j'ai cherché à la cacher. Alors c'est maintenant, en tant qu'adulte, que je peux avoir ce regard, mais c'était à la fois ne plus faire partie du groupe, si je parlais effectivement de ma réelle situation familiale, et c'était aussi prendre le risque que peut-être d'autres adultes interviennent et viennent changer cet équilibre qui pourtant était quand même ma référence, même si bien sûr ce n'était pas toujours simple, ni émotionnellement, ni dans le quotidien. Mais en tout cas, c'était ce que je connaissais, ce que je voulais préserver. Donc oui, il y a eu toute cette période de sentir que j'étais différente dans ce que je vivais, dans ce que je ressentais, dans mes peurs, et de ne pas le parler, de le cacher pour assurer en fait une espèce de sécurité du système, si je peux le dire comme ça. Et puis en évoluant, en grandissant surtout, quand arrive l'âge adulte, pour le coup, avec des études que j'ai eu la chance de pouvoir quand même poursuivre, là, la prise de conscience qu'effectivement mon rôle était un rôle atypique par rapport aux personnes, en tout cas, que moi je fréquentais. Et là, pas forcément l'idée de le cacher, mais en tout cas, l'idée que ça ne soit pas le seul élément qui me détermine. De pas me résumer à ce que je faisais pour ma mère, pour mon frère aussi qui était plus jeune, et de pouvoir essayer de construire ma vie aussi.
En fait, si je comprends bien, tu as eu plusieurs rôles qui ont débuté à partir de ton adolescence pour t'occuper de ta mère. Tu as eu le rôle par rapport à ton frère, de devoir un peu protéger ton frère, hein, de protéger ta mère, de te protéger toi. Et est-ce qu'ensuite ça a évolué et comment ça a évolué dans le temps? Alors ça a évolué puisque au fur et à mesure de ma vie d'adulte, j'ai décidé de quitter le domicile de ma mère, j'avais 26 ans et j'ai pris cette décision quand j'étais sûre que mon frère était entre guillemets protégé parce qu'en fait il était déjà parti avant moi et de toute façon je l'avais conçu comme ça, c'est-à-dire que j'aurais pas quitté le domicile familial avant mon frère pour pas le laisser seul en tête à tête avec notre mère. Et quand j'ai pris cette indépendance, en tout cas matérielle, parce qu'effectivement ça restait compliqué, mais je me suis fait accompagner. En fait, très rapidement, dès mes 18 ans, j'ai décidé de voir un thérapeute, hein, très clairement, parce que je sentais bien que la situation n'était pas, entre guillemets, normale. Et cet accompagnement m'a permis de développer des ressources et de pouvoir aussi avancer un petit peu mieux dans ma vie à moi. Et donc, ce parcours a fait qu'à l'âge adulte, déjà, j'ai choisi mes études. Alors, plus ou moins choisi, plus ou moins dicté par mes parents, mais bon, ça, c'est la vie pour chaque enfant. Et puis, surtout, s'est posé à un moment la question de comment je me positionnais par rapport à la relation avec ma mère. Et en fait, à partir de cet âge adulte, donc je n'ai pas communiqué ni mon adresse ni mon téléphone à ma mère. J'ai pris mes distances puisque je trouvais que la relation était très toxique pour moi et que j'avais vraiment besoin de pouvoir me construire de manière autonome. Néanmoins, j'ai continué à avoir un lien avec ma mère et j'ai continué surtout à l'aimer. Hein. Je vais commencer par ça, que encore maintenant, il y a ce lien d'amour que j'assume pleinement. Néanmoins, depuis cet âge adulte, petit à petit, j'ai posé mes limites. Enfin, déjà, je les ai identifiées avant de les poser. Mais c'est-à-dire que j'ai défini ce qui me convenait et comment ça me convenait dans la relation avec ma mère. Elle n'a pas eu mes coordonnées et c'était donc moi qui la contactais, moi qui allais la voir et elle ne pouvait pas avoir cette initiative. Et puis voilà, maintenant, depuis une quinzaine d'années, les choses sont nettement plus apaisées pour moi et donc pour nous deux. Désormais, elle a mes coordonnées, elle a aussi la possibilité de me joindre, sachant qu'évidemment, en tout cas je précise, j'ai donné mes coordonnées à partir du moment où j'ai quitté Paris. Voilà. Donc je n'habite plus Paris où vit ma mère. Je suis maintenant en province et donc effectivement, elle a mes coordonnées puisque je sais qu'elle ne pourra pas débarquer, en tout cas je pense, du jour au lendemain sans m'avoir prévenue. Tu t'es protégée en fait. Exactement. Ouais, tu t'es protégée. Et puis maintenant, la sécurité, en fait, elle est intérieure. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu besoin, de cette distance géographique pour me garantir cette distance entre nous dans la relation. Et maintenant, petit à petit, grâce aux années et aussi, à la thérapie, je sais que la sécurité, je l'ai en moi. Voilà, et que je pourrais tout à fait retourner vivre à Paris et que je me sentirais de toute façon préservée puisque c'est moi qui décide des limites. Voilà. Si on parle juste peut-être en quelques mots de la situation de ta maman, tu m'as décrit une sorte de démence. Alors c'est pas une démence. Ma mère, le handicap psychique, en fait, c'est une pathologie mentale qui s'apparente à une forme de schizophrénie, de sorte qu'en fait, il y a des moments où elle peut être délirante, c'est-à-dire dans une autre réalité, à se raconter une autre histoire, et du coup, de déterminer ses actions et ses propos en fonction de l'histoire qu'elle est en train de se raconter. Ce qui crée évidemment un fossé avec son entourage, en l'occurrence nous les enfants, puisque nous ne partageons pas la même réalité. Elle a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a 76 ans. Elle est suivie de quelle manière ? Non, elle n'est pas suivie. Elle a toujours refusé de voir des psychiatres ou même des médecins généralistes. Je pense en étant tout à fait avertie qu'il y avait un danger pour elle. Elle poursuit son quotidien en s'isolant du monde et en se racontant ses histoires chez elle, ce qui lui va très bien. Alors surtout en période depuis 2 ans de confinement, finalement, elle est confinée déjà depuis de nombreuses décennies et donc pas de traitement. Voilà. Ça lui a permis néanmoins d'avoir un métier, une activité professionnelle. Ça lui a permis aussi de pouvoir assurer ses fonctions de mère, parce que je revendique le fait qu'on a eu la chance d'avoir une mère très aimante et toujours maintenant.
Après, voilà, il y avait d'autres complications dans le quotidien, notamment le fait qu'elle cherchait à nous couper de l'extérieur, notamment de nos amis, de petits amis, même de la famille en général, pensant que les autres sont un danger permanent. Mais en tout cas, voilà, elle a quand même assuré pour moi, mon regard, hein, ses fonctions essentielles, sans médicaments, sans thérapie. Après, il y a une limite, c'est-à-dire que c'est une vie où elle s'est coupée du monde. Elle le vit plus ou moins bien, puisque, encore une fois, voilà, sa perception de la réalité est altérée. Mais il y a toujours, voilà, ces liens aussi avec la famille, notamment ses sœurs, ce qui lui permet, j'allais dire, ça participe, à mon avis, à son équilibre, aussi précaire soit-il, mais n'empêche qu'elle a réussi à en constituer un. Si je t'ai invitée sur le podcast, c'est aussi parce que elle a un certain âge, elle a quand même une maladie qui a été de santé mentale qui a été diagnostiquée, et tu as été aidante du coup jeune, et tu l'es quelque part encore aujourd'hui, compte tenu de la situation. Tout du moins, si j'ai bien compris, tu suis quand même un peu ce qui se passe avec le tuteur. Exactement, puisqu'en fait, depuis 6 ans, elle bénéficie d'une protection juridique, elle est sous curatelle renforcée. Et donc, il y a un curateur, une personne extérieure à la famille, ça a été ce que nous avons préféré choisir. Donc, quelqu'un d'étranger à la famille qui est donc là pour l'assister et l'aider dans les démarches administratives et financières, et qui prend donc aussi la responsabilité de ses décisions. Ce qui veut dire que nous, famille, on est dédouanés. Et ça évite beaucoup de tensions et de discussions sur tout ce qui est papier et finances. Néanmoins, j'avais demandé au tribunal à être désignée subrogée curatrice, c'est-à-dire que j'ai un regard et que le curateur m'envoie tous les ans les comptes pour que je puisse effectivement, de loin en loin avoir cette information sur les mesures, les actions, les actes qui sont posés dans l'intérêt de ma mère. Quelle est ta vision un petit peu du futur par rapport à cette situation ? Comment est-ce que tu souhaites évoluer par rapport à tout ça, toi ? Moi, pour l'instant, la relation que j'ai avec ma mère me convient très bien. C'est-à-dire que c'est une relation choisie et non plus subie. Je décide des moments où je l'appelle, je décide des moments aussi où elle échange, puisque j'ai un enfant, donc où elle échange avec son petit-fils, même si lui a tout à fait le droit, heureusement, de pouvoir l'appeler quand il le veut. Moi, ça me convient très bien, sachant que ça me convient parce qu'il y a effectivement ce tiers, ce curateur, qui est là pour, lui, assumer tout ce qui pourrait être source de conflit entre ma mère et moi. L'avenir, de toute façon, très concrètement, la mesure de protection juridique est définie pour un temps déterminé. Donc, je pense tout à fait demander à ce que ce soit renouvelé. Et je pense que ma mère sera plutôt dans cette optique aussi, puisque finalement, elle a appris à apprivoiser cette relation et la présence de ce tiers, qui, je pense aussi, participe maintenant à une certaine sécurité. Mais elle sait, qu'il y a quelqu'un qui est là pour ses intérêts, même si ce ne sont pas ses enfants, ce qu'elle aurait souhaité. Mais en tout cas, elle n'est pas complètement seule. Et puis après, la vie étant farceuse, on verra où ça nous mène les uns les autres. Mais en tout cas, moi je me sens plutôt sereine par rapport à cet avenir. Si jamais elle peut arriver, elle devient dépendante. Tu considères que tu verras selon les étapes qui arriveront plus tard ? On en a discuté avec mon frère, j'en ai aussi discuté avec ma mère, puisque comme moi j'étais psychologue en EHPAD, forcément que ce sont des questions que je me suis très rapidement posée à titre personnel. Ma mère ne souhaite pas aller dans une institution, comme beaucoup de personnes vieillissantes. Néanmoins, on en a discuté avec mon frère, qu'on prendrait cette décision, même contre son avis. Après, à discuter aussi avec le curateur, s'il est toujours là pour la représenter dans certains de ses intérêts. Mais ce serait notre choix, puisque moi, je ne me sens pas du tout de l'accueillir chez moi et d'assumer ce rôle à mon domicile, absolument pas. Et que de toute façon, je pense que ce serait aussi mettre en péril à la fois ma santé psychique, vraiment, et un équilibre personnel que j'ai mis quand même quelques années à trouver. Alors, je voudrais revenir sur ton parcours. Moi, j'ai contacté la dame qui s'occupe de la fleur des âges, mais je me rends compte qu'avant, tu avais un beau parcours et tu as démarré comme avocate. J'ai d'abord choisi d'étudier le droit,
puisque mes deux parents sont plutôt issus de ce secteur. Donc voilà, un choix plus ou moins dicté aussi par une histoire familiale, mais qui m'a très bien convenu. Et je pense que le droit, comparé à la folie qu'on vivait à la maison, était aussi une manière d'avoir un cadre très, très rationnel, très structuré, là où à la maison, les conversations pouvaient parfois être très surréalistes. Donc je pense que c'était tout à fait bien choisi. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir, hein, parce que c'était aussi ça. La fac me permettait d'exprimer des facettes de moi que je pouvais pas exprimer à la maison, donc c'était tout à fait équilibrant. Et puis j'ai continué dans le parcours de droit parce que bah voilà, ça se passait plutôt bien d'année en année, et qu'à un moment s'est posé la question de savoir ce que j'allais faire de ces diplômes de droit, et j'ai tenté l'entrée à l'école du barreau. Et contre toute attente pour moi, bah, j'ai été retenue. Je dis contre toute attente parce que je pensais, c'était une période où je pensais que j'avais pas beaucoup de valeur et pas beaucoup de compétences et que j'arriverais pas à grand chose. Bah voilà, hein, l'histoire familiale. Et qu'en fait, l'école du barreau, ben je me suis plu aussi, et que une fois que l'école du barreau était faite, j'hésitais, hein, ça n'a pas été si simple de choisir ce premier métier d'avocat. Je trouvais que j'avais pas forcément ma place par rapport à l'idée, en tout cas, que je me faisais de ce métier. Mais finalement, voilà, j'ai fait des stages, j'ai continué. Et les confrères qui m'ont accueilli en stage m'ont plutôt fait des retours positifs, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et donc, du coup, j'ai pratiqué ensuite pendant 5 ans, en choisissant des matières très humaines, hein, au hasard. Donc, tout ce qui touchait au droit de la famille, au droit social, au droit pénal, enfin voilà, de l'humain. Voilà, ça m'avait appris beaucoup de choses, et ça m'avait surtout, je pense, construite. Mais j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de plus d'humain, d'aider l'humain, voilà, sous un aspect plus émotionnel et moins technique, juridique. Et donc j'ai fait le choix d'aller à la fac de psycho, puisque pour être psychologue il faut passer par la fac de psycho en France, et de commencer un nouveau cursus. Et je me suis beaucoup aussi plu, hein, dans ces études, mais c'est vrai que c'était pas facile, puisque du coup je quittais une vie active et une indépendance financière. Et comme j'étais avocate en libéral, ben j'avais pas droit au chômage. Donc pendant les 4 années de psycho, puisque j'ai été dispensée d'une année, il a fallu, j'ai fait le choix de faire des petits boulots à côté pour vivre et gagner de quoi assurer mon quotidien, les études, etc. Donc c'est vrai que ça a été 4 années inédites dans mon parcours, parce que l'impression de repartir de zéro, entre guillemets, mais aussi une grande motivation pour aller vers ce qui était mon rêve, hein. Adolescente, je voulais être psychologue, évidemment, avec le parcours de ma mère. Je voulais la réparer, je voulais la guérir, on va le dire comme ça. Et donc une grande excitation de pouvoir réaliser ce rêve de devenir psychologue. Et quand j'ai été diplômée, ben voilà, c'était un grand plaisir, une grande satisfaction, parce que ça a demandé des efforts, des renoncements, de la patience, enfin bon. Et puis la décision à ce moment-là de pratiquer en EHPAD, c'était un choix, puisque j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire que moi j'ai appelée la fée, donc une personne plus âgée quand je l'ai rencontrée, mais qui m'a fait confiance et qui m'a soutenue dans cette nouvelle étape professionnelle, enfin de vie en général. Et voilà, comme elle était déjà à la retraite, bah je me suis dit que j'avais envie d'aider des personnes comme elle à la retraite. Et donc à partir de 2008, j'ai eu la chance de rencontrer un directeur d'EHPAD qui commençait à ouvrir une nouvelle structure et qui m'a fait confiance, alors que j'avais absolument pas d'expérience dans ce domaine. Mais voilà, je pense qu'il a senti que ce que tu disais tout à l'heure, ma mission d'aider les autres, d'être là à l'écoute, était en cohérence par rapport au projet qu'il avait pour l'établissement. Et puis j'ai eu la chance du coup de pouvoir accompagner pendant plus de 12 ans des résidents, des familles et des équipes aussi. Et là, tu viens de faire un nouveau bond en avant, un nouveau changement pour aller vers la fleur des âges. Ça s'appelle la fleur des âges. C'est ça. En fait, j'ai donc monté ma société. Le nom La Fleur des Âges, c'est parce que je pars du principe que nous sommes l'accumulation de différentes périodes de vie, et que j'appelle ça donc nos différents âges, et qu'ensuite ça donne une fleur, c'est-à-dire un cycle de vie qui a sa cohérence, qui a son début, qui a aussi sa fin. Voilà, c'est mon choix depuis le début du mois de février, là, depuis quelques semaines en fait.
Je ne suis plus du tout salariée, j'ai repris ma liberté et mon indépendance. J'allais dire pour moi c'est aussi par rapport à la fleur, boucler un cycle. C'est-à-dire j'ai commencé avec une activité libérale et je reviens à du libéral. Et je pense que profondément ça correspond à ma nature, à mon tempérament. Alors du coup, j'ai eu la chance d'avoir partagé ces 12 années avec des personnes, des résidents, des familles, des équipes extraordinaires. Et je veux continuer dans ce type d'accompagnement, mais en étant autonome. J'ai choisi d'accompagner à la fois les aidants familiaux et les aidants professionnels, en particulier les soignants et tous les intervenants au domicile, y compris les sociétés de services à la personne. Et les accompagner à quoi? En fait, il s'agit de pouvoir concilier sa fonction, son rôle d'aide avec sa vie personnelle. Bien souvent, voilà, il y a un impact émotionnel indéniable de l'un sur l'autre. Je me suis formée au coaching et j'accompagne du coup en utilisant essentiellement des outils de développement personnel en fait, mais aussi de la psychologie, donc psychologie positive, ou des outils qui relèvent plus de ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc voilà, c'est un accompagnement que je fais en téléconsultation, donc en ligne, par téléphone ou en visio, selon ce que les personnes préfèrent. Mais c'est un temps, en fait, pour soi, un espace de parole aussi, puisqu'on sait bien que, voilà, parler, ça fait du bien, ça soigne. Et écouter, ça libère aussi, du coup. Et moi, j'accompagne sur cette transformation, c'est-à-dire poser un autre regard sur ce qui nous met en difficulté dans un temps donné, pour en fait pouvoir s'en servir comme tremplin et continuer à avancer, mais cette fois en ayant choisi d'être acteur de son parcours. Une personne individuelle peut très bien te contacter et prendre des consultations en distanciel, pour avoir un appui, donc un aidant familial, un aidant naturel. Un professionnel aussi, c'est tout à fait ça. Du médical. J'accompagne à la fois en individuel et pour tout ce qui est du coup les établissements médico-sociaux, notamment aussi les sociétés de services à la personne. Là, je vais accompagner en collectif, c'est-à-dire lors d'ateliers ou de groupes d'analyse de pratique, voire des conférences aussi. Et en fait, pour moi, ça rentre dans une cohérence, c'est-à-dire que pour pouvoir accompagner les autres, alors on entend toujours, mais c'est essentiel de s'accorder un temps pour soi. Souvent, j'entends des professionnels en fait qui ne savent pas ce que c'est prendre soin de soi, parce qu'on n'apprend pas ça, ni à l'école, ni dans nos formations professionnelles. Les aidants familiaux encore moins. Parfois, ils n'ont pas appris à prendre soin d'eux dans leur vie d'adulte sans ce rôle d'aidant. Et quand arrive cet événement qui vient les confronter à ce nouveau rôle, ils savent encore moins prendre soin d'eux. Donc c'est vrai que c'est un vrai engagement envers soi. Il demande une décision. Voilà, ça se fait pas par magie. Ça demande vraiment un choix, de se choisir et de se donner aussi un espace pour mieux se connaître. Souvent ça part de là. Si on se connaît pas, on sait pas où sont nos limites, on sait pas aussi où sont nos ressources, et qu'en fait de prendre ce temps de pouvoir interroger ses valeurs, interroger son identité, interroger ses besoins, ses émotions, ça permet de définir en fait qui nous sommes et surtout comment on veut aider, comment on veut travailler, accompagner l'autre pour à la fois être le plus bienveillant et efficace pour lui, mais aussi de pouvoir s'honorer, se respecter et poser les limites qui nous permettent de continuer notre mission ou la promesse qu'on a fait à ce proche. À titre individuel, en fait, qu'on soit aidant familial ou professionnel, peut effectivement me contacter, alors soit par Instagram, soit aussi par Facebook, et du coup prévoir un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous qui permet soit d'aborder une difficulté du moment ou si la personne en tout cas a envie effectivement d'avoir ce travail et de compréhension et de changement dans son quotidien, ça peut prendre plusieurs séances. Mais une séance peut permettre déjà de se positionner différemment par rapport à la difficulté et de trouver déjà des pistes pour continuer à avancer, continuer son parcours sans le subir. Le paiement se fait effectivement en ligne puisque la consultation visio ou téléphone fait que je ne rencontre pas les personnes. Pour certaines demandes, à Nice, je me déplace au domicile, soit sur Nice Centre, soit sur le port. Et au-delà donc de la téléconsultation,
voilà, l'échange permet de définir sur quelle durée ou quel objectif on vise dans ce travail ensemble. Et entre chaque séance, quand il y en a plusieurs, je propose en tout cas des exercices à réaliser entre deux rendez-vous, parce que c'est aussi une manière de montrer à la personne qu'elle reste actrice et que c'est elle qui décide, c'est elle qui choisit là où elle a envie d'aller. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette discussion avec toi parce que c'était important, une fois de plus, le parcours que tu as eu, qui me confirme bien tout ce que je pense à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est important, en fonction de ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, que ça dicte le rôle les différents rôles qu'on va avoir, hein, et l'évolution en bien, on va dire, qu'on peut s'apporter soi-même en fonction de nos expériences personnelles et professionnelles. J'en arrive à la fin. 2 questions à te poser qui sont un petit peu plus personnelles. Que dirais-tu à Marie-Laure, ton moi de 16 ans, si tu pouvais lui parler aujourd'hui ? Oh, alors là, c'est une très jolie question. Merci de me la poser. Je lui dirais de se faire confiance, de garder à l'esprit que sa différence va être une force. Parce qu'au début, elle pouvait vivre comme un handicap. Au contraire. C'est ça qui a fait sa force et encore maintenant. Ma deuxième question, c'est gardes-tu précieusement un objet de ton enfance et lequel ? Je pense que ce sont des journaux intimes. Toujours écrits, justement, quand j'étais chez ma mère. C'était une manière de court-circuiter ce que j'entendais, ce que je voyais, en me doutant que ce n'était pas que ça, la vie. Qu'il y avait d'autres façons de vivre le monde et de vivre avec les autres, puisque je le voyais à l'école et que j'entendais mes copains d'école me raconter des trucs que je ne vivais pas du tout. Alors je précise aussi que ma mère, c'est vrai je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma mère, en fait, je pense a eu sa maladie mentale quand j'étais ado. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu toute une enfance plus ou moins stable, avec donc des repères qui m'ont permis de me développer. Enfin voilà, ça a pas commencé depuis ma naissance. Et donc les journaux intimes, pour en revenir à la question, ont toujours été un échappatoire. Quand c'était trop dur, quand je comprenais pas, quand j'avais trop d'émotions, enfin quand trop quelque chose ou pas assez quelque chose, le journal intime a toujours été pour moi un refuge, déjà pour sortir ce que je ressentais, parfois aussi pour mieux comprendre, parce qu'une fois que c'était écrit et que je relisais, je me disais voilà, il y a eu ça. Donc je pense que ce sont mes plus grands trésors, ces journaux intimes. Je les ai encore, et j'avoue que c'est une question, quand j'ai rédigé mon premier testament, je me suis demandé ce que j'allais demander à ce qu'on fasse pour le jour où je serai décédée. Pour l'instant, en tout cas, je sais pas trop. Bon, en tout cas, 1000 merci pour cet entretien, c'était très agréable. Et puis, merci surtout à toi, à la fois pour le format de l'entretien et surtout pour l'idée de Sweet Papy Podcast, qui reste à mon avis un ovni dans le monde du podcast, mais qui a tout à fait sa place, et bravo de la curiosité à la fois de cet univers des aidants et de ces professionnels aussi qui font partie de cet univers, et merci pour ce moment très riche et très éclairant pour moi. Voilà, de pouvoir prendre du recul en parlant, c'est encore un autre cadeau. Merci. Et tu ne t'es pas encore écouté quand je vais t'envoyer l'épisode. C'est ça, ce sera la double surprise. Voilà. Parce que j'avoue que j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Je suis sûre que j'ai dit ce qui venait du cœur, mais effectivement, tu as raison, quand je vais m'écouter, sûrement que j'aurai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Voilà. Bon, en tout cas, merci 1000 fois. J'espère que son parcours vous a inspiré. Et si vous voulez rentrer en contact avec Marie-Laure pour un coaching à distance par exemple, c'est www.lafleurdesâges.fr et retrouvez-la sur tous les réseaux sociaux bien sûr.
Alors c'est bientôt la fête des mères. Avec ou sans rancune, c'est une journée importante pour nos mères, tant qu'on les a encore. À bientôt! Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.